Salut à tous, on se retrouve sur le Twitch RMC Sport en compagnie de Denis Chervet. Merci beaucoup Denis d'être avec nous. Avec plaisir. Le programme, c'est ce qu'on appelle une interview dans la sauce. En fait, la petite particularité, c'est qu'on va discuter de ta carrière, de ta vision du rugby français et plein d'autres choses, de petites anecdotes également. Et la particularité, c'est que tu auras des questions directement du chat. Tu verras, il y aura des questions un peu piquantes, des questions particulières. Ils posent les questions qu'ils veulent et tu réponds évidemment à ce que tu veux. Non, c'est pas David Charvet le chanteur, c'est Denis Charvet, ancien international de rugby, passé par certains des plus grands clubs français. On va pas se mettre à dos. Le plus grand, ça Toulouse. On va pas se mettre à dos les Biarros, les Clermontois, etc. Il y en a qu'un, ce club. Bon, ok, alors passé par le plus grand club français, plusieurs fois champion de France et évidemment figure de RMC et notamment du Super Moscato Show qu'on diffusera dans la foulée. J'ai pas parlé de ton poste, tu étais centre. Trois quarts centre. Est-ce que dans le rugby actuel, il y a à ton poste un joueur, un centre qui te procure plus d'émotions qu'un autre? Le rugby a pas mal évolué, donc si tu veux, le poste trois quarts centre aujourd'hui, c'est plus le même que celui qui était il y a 30 ans, donc les gabarits sont beaucoup plus costauds, enfin je veux dire, c'est des grands, on le voit à l'image de Danty, même Ficou qui fait un 93, 100 kilos, 105 kilos, donc c'est pas vraiment comparable par rapport à notre époque qui permettait des gabarits plus léger entre guillemets, mais j'aime beaucoup Gaël Ficou parce que il reste un joueur à l'ancienne et voilà, j'apprécie beaucoup. En plus, c'est un super mec dans la vie, donc voilà. Et il a pas mal de points communs avec toi parce que lui aussi, il a fait Stade Toulousain, il a fait Racing, il a fait Stade Français. De Toulon, il vient de la Seine, de la Seine. Après, il est parti à. Ils l'ont pas gardé, il est parti à Toulouse, puis après, il n'est jamais revenu à Toulon finalement. Alors, il a repris en main quand même le club de la Seine. Absolument, avec son frère. Je crois. Et alors, des gabarits peut-être un peu moins impressionnants dans les Français. On a par exemple Arthur Vincent, on a Émilien Gaëtan. Ouais, Arthur Vincent, mais qui est un gros puncher. Ça reste quand même un gabarit. Il a de la dynamite dans les jambes, c'est costaud. Puis un tempérament de feu. Oui, j'aime beaucoup Arthur Vincent qui allie force et technique, qui est pas un centre vraiment à l'ancienne, mais si un peu. Alors si on peut le comparer avec un ancien international d'une génération avant la mienne, c'était Roland Bertrand, voire Philippe Sella. Donc il y a des profils comme ça qui sont un petit peu similaires à Arthur Vincent. Donc après on reste des joueurs de rugby. On a un beau vivier aussi, donc ça va, il y a le choix. Puis on reste des joueurs de rugby, donc dans l'âme. Tu disais le rugby a pas mal changé. Est-ce que toi tu jouais à une époque où le rugby n'était pas encore professionnel, en tout cas au début, avant 95? On est maintenant sur une hyper professionnalisation, une programmation. Est-ce que tu prends autant de plaisir à regarder un match lambda maintenant qu'avant? Oui, parfois. C'est comme avant. Avant, il y avait des matchs insipides. Puis maintenant, de temps en temps, tu as des matchs championnat. J'ai vu dernièrement Stade français Racing qui était. Qui pas était terrible, digeste, quoi. Voilà, mais bon, c'est parti de notre championnat, il est long, il est usant, comme à notre époque, il était long aussi, moins usant parce que c'était moins physique, on va dire, mais moins d'intensité, moins de temps de jeu, donc, mais c'était long aussi. Et donc, parfois, tu t'es arrangé. Tu pouvais pas être bon tout le temps, même collectivement, tu pouvais être bon tout le temps. Il y a une gestion aujourd'hui qui n'est plus la même qu'avant, quoi. Le professionnalisme a amené une gestion au quotidien, quand même, que ce soit au niveau des joueurs, du calendrier, de la gestion des matchs. Il y a une gestion, quand même, qui n'existait pas avant, où c'était beaucoup plus bon enfant. Mais on était quand même professionnels dans l'âme, dans le sens où on était des passionnés, on s'entraînait tous les jours, on jouait tous les week-ends, de la même façon qu'aujourd'hui, donc on était dans la préparation de matchs tout le temps. On avait des entraînements physiques le mercredi comme ils ont aujourd'hui. Évidemment qu'on ne se voit pas matin et soir comme ils se voient. Mais je ne sais pas si c'est bien au bout du compte, quoi. Moi je serais entraîneur, je ne le ferais pas voir tout le temps non plus, parce qu'à un moment donné, tu te lasses au quotidien de voir tout le temps le même mec, la même tronche. T'es centre, on sait que ça marche beaucoup le rugby par binôme. Il y a une vraie complicité souvent entre les centres. C'était plus compliqué pour toi si t'avais moins d'affect avec le joueur? Ouais, bien sûr, comme tout. C'est le propre du sport collectif. Après, tu as des atomes crochus avec certains et moi avec d'autres. Et puis,
ça va au-delà du sportif, ça va au-delà du terrain. Donc effectivement, si tu entends bien en dehors, tu entendras forcément un peu mieux sur le terrain. Mais en règle générale, moi j'ai eu des partenaires super, quoi. J'ai eu la chance de traverser ma carrière avec des joueurs à côté de moi qui étaient vachement solidaires, compréhensifs. Ouais, voilà, donc non, sincèrement, ça a été que du bonheur, moi, partagé, hein. Franchement, mais après, c'est vrai qu'on peut s'entendre davantage avec l'un qu'avec l'autre, quoi. Avec Eric Bonneval, on pouvait jouer les yeux fermés, comme avec Didier Codorniou, qui a été mon maître spirituel, et puis Philippe Sella en équipe de France, où j'ai pris un plaisir fou, quoi. Voilà, mais j'ai eu la chance d'avoir des partenaires extrêmement doués qui m'ont permis de grandir à leur côté et d'élever mon niveau de jeu. Est-ce que, alors tu es encore t'es très impliqué évidemment dans ce qu'on appelle les Barbarians français, les Babas, qui sont... Ouais. Comment tu peux peut-être présenter ce que sont les Barbarians pour ceux qui connaissent pas, mais c'est un peu les garants de l'esprit rugby. Oui, absolument. Enfin, notre code, c'est l'esprit et le jeu. Donc, quand je dis notre code, c'est comment on pourrait dire, notre appellation, l'esprit et le jeu. Mais c'est encore garant. On est les derniers Mohicans de ce rugby à l'ancienne qui était basé et fondé sur des vraies valeurs, mais c'est le cas aujourd'hui encore, hein. Donc on est toujours dans la transmission, hein. Donc on essaye de perdurer dans le temps et que ce club existe. C'est de plus en plus compliqué. Il faut juste rappeler que Jean-Pierre Rive, à l'époque, avec Jacques Foroux, avait créé ce club, un peu à l'image des Barbarians britanniques, qui existaient depuis 1889, puisque moi j'ai eu la chance de jouer le centenaire en 1989. Et donc en 1979, ils ont eu cette idée sur le modèle anglais, de faire un modèle français qui s'appellerait les Barbarians français. Donc ils sont allés à Londres. Ils sont allés les rencontrer, ils ont eu l'aval des Britanniques, ce qui n'était pas évident. Puis derrière, ils ont demandé au président de la fédération qui a dit oui. Et Guy Basquet est devenu le président, qui était un par-dessus du pouvoir de l'époque de la fédération, qui est devenu le président emblématique des Barbarians français, qu'il faut le préciser, est un Barbarian élu à vie. D'accord. Donc aujourd'hui c'est Jean-Pierre Rive, tant qu'il est en vie il sera président. Et voilà, donc c'était le premier match à Agen contre l'Écosse, et moi j'avais pas 18 ans, j'étais derrière les talenquaires. Et quand j'ai vu ce maillot, j'ai dit un jour j'ai rêvé de ce maillot, j'ai dit un jour je porterai ce maillot. Et j'ai eu la chance de le porter 15 fois et d'affronter toutes les grandes nations du rugby avec ce maillot, que ce soit les Australiens, les Blacks, les All Blacks, les Sud-Africains. Donc je les ai tous affrontés. Et puis après, j'ai repris un peu le flambeau comme un témoin, quoi. Je suis devenu manager, directeur général, je suis vice-président aujourd'hui, manager. Évidemment, à ma façon, petitement, on va dire modestement, je rends au rugby ce qu'il m'a apporté, ce qui est la moindre des choses. Mais c'est un club à part dans mon cœur, parce que c'est un peu c'est la philosophie que j'ai toujours aimée, quoi. J'ai toujours défendu. Donc voilà, puis ça m'a tellement appris de choses, ça m'a tellement fait grandir que je peux être que redevable pour ce club-là, quoi, qui est un club merveilleux. Est-ce que à cette époque justement des calendriers chargés, de l'hyper-professionnalisation, t'es inquiet à terme pour l'avenir des Barbarians ou... Très inquiet, parce qu'aujourd'hui il y a une exigence qui n'est pas qu'une exigence fédérale de la fédération, il y a une exigence au niveau des clubs, la Ligue un peu moins, mais les clubs, c'est-à-dire que les clubs aujourd'hui ont des cahier des charges absolument incroyable. Ils n'ont pas envie de blesser leurs joueurs, donc ça rentre dans des calendriers, c'est des matchs supplémentaires dans un calendrier qui est déjà surchargé. Et donc, effectivement, il y a toujours cette prise de risque de blesser l'un des leurs, donc je comprends, hein. Voilà, c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément le premier choix. Donc moi, je me bats pour une équipe compétitive, c'est jamais évident. Jusqu'à dernièrement, donc contre les Fidji, ce match contre les Fidji à Lille en novembre dernier, j'ai pu avoir une équipe compétitive. Ça a été compliqué, mais on a eu une belle équipe. Voilà, j'essaie d'allier des anciens avec des nouveaux joueurs, mais non, ça va devenir très très compliqué par rapport à ce calendrier qui est hyper surchargé, qui n'offre pas trop de repos. Et puis après, il y a des exigences, c'est-à-dire quand tu prends un joueur avec les Barbarians français, tu es obligé de le reposer dans le club 15 jours. Ouais. Donc ça décale aussi le calendrier dans les clubs. Enfin bon, c'est l'enfer. On est quand même inscrit dans le championnat 7 du top 14. Donc ça c'est bien, on fait partie des 16 équipes.
On l'a gagné l'année dernière, grâce aussi au concours de la fédération qui nous a prêté quelques joueurs de l'équipe de France. Mais voilà, on existe, quoi. La problématique, c'est d'exister dans ce monde professionnel qui est de plus en plus exigeant. Et donc, de continuer à exister, c'est déjà un exploit. Après, qu'est-ce que ça va devenir? On réfléchit, hein. Attention, on a une vraie réflexion. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à la fédération et puis envisager de redevenir la seconde équipe de l'équipe de France pour pouvoir s'inscrire dans un calendrier international. Comme une équipe de développement, quoi. Voilà. Donc Fabien Galtier, il serait pour. Il faut que j'arrive à le rencontrer à nouveau, qu'on discute. C'est pas évident. Il faut que le comité aussi directeur soit d'accord. Mais bon, il y a des vraies interrogations et puis des vraies questions à se poser et prendre des vraies décisions aussi, parce qu'on peut pas, on peut pas, comment dire. On ne peut pas continuer à bricoler, quoi, parce que pour moi, j'ai plus la force, quoi. Je comprends. Ou alors il faudra que quelqu'un prenne le relais et puis fasse le job à ma place et puis essayer de convaincre à tour de rôle tous les clubs, mais c'est devenu un enfer. Ouais. Alors on va prendre quelques questions du chat. N'hésitez pas à balancer vos questions. Chipper Chip qui nous demande, dans ta carrière, quel joueur t'a le plus impressionné ? Coéquipier ou adversaire? Le joueur le plus fort à mes côtés, c'est Didier Codorniou. Ouais. C'était mon idole, mon maître spirituel. Ce qui m'est arrivé avec lui est assez incroyable, parce qu'après je suis devenu joueur à ses côtés. Il est venu au Stade Toulousain, on était 2 fois champion de France. Et puis j'ai pu évoluer à ses côtés pendant 3 ans au Stade Toulousain, où c'était un vrai plaisir, un vrai bonheur de tous les entraînements, de tous les matchs. Pour finir en 89, avant qu'il s'en aille, de revenir champion de France avec lui. Donc ça a été le... Alors, sur le plan technique, sur le plan de jeu, quoi, quand tu es joueur, je pense que c'est le plus fort qu'il ait joué, oui, de loin. Après, il y en a un qui m'a vraiment impressionné, c'était Éric Bonneval ici, parce que après il s'est blessé à Coupe du Monde 87, mais c'était un joueur incroyable. Et Philippe Sella, évidemment, le monstre, comme on l'appelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Grover qui nous dit, c'est quoi le plus dur, perdre contre les Anglais ou perdre contre Dimeco sur une question rugby? Ça c'est bon, ça. Dimeco, tu perds contre Dimeco, mais après tu peux le regagner, donc c'est pas très grave. Les Anglais, ils vont mieux jamais perdre contre eux, ça c'est sûr. On va regarder s'il y a d'autres questions. Qu'est-ce que Jean-Claude qui nous dit, qu'est-ce que tu penses des nouveaux fléaux dans le rugby? Alors les nouveaux fléaux, je ne sais pas s'il y en a des particulièrement nouveaux, peut-être qu'il y a davantage de médiatisation aussi, mais par contre sur peut-être... Qu'est-ce qu'il entend par fléau? C'est vrai qu'ils nous disent, parce que fléau, c'est quoi pour lui? Parce qu'il y a plusieurs fléaux. C'est quoi? Les réseaux sociaux, c'est la médiatisation, la surmédiatisation, c'est... T'aurais pu vivre, tu penses que t'aurais eu la même carrière à cette période? T'aurais su gérer l'effet de loupe, les réseaux sociaux? Je crois que ça vulgarise beaucoup les choses. Hein, la trop surmédiatisation vulgarise forcément. Je crois que nous, il y avait une espèce de rareté à l'époque où il y avait moins de matchs à la télé. Il y avait donc le rêve était plus comment dire. Aujourd'hui, le rêve est plus accessible. Et donc le fait que le rêve soit plus accessible, ça enlève comment dire, ça enlève du charme et du romantisme un peu. Alors, d'accord, ok. C'était sur la drogue et tout. La drogue, oui. Il veut parler du dopage, mais le dopage aujourd'hui, on ne sait pas, quoi. Moi, je ne peux pas te répondre à ça. Il y a des rumeurs. Après, il y a des joueurs qui se sont fait attraper, mais bon, de là à ce que ça se généralise, je ne le crois pas, je l'espère en tout cas. Et c'est pas forcément non plus des phénomènes qui sont nouveaux, c'est peut-être des phénomènes aussi sociétaux. Non, mais parce que oui, on parle, effectivement, quand il dit ça, je sais ce qu'il dit, parce qu'il y a des dérives après les matchs, du fait que c'est tellement devenu exigeant le rugby à tous les niveaux, et ça je peux le comprendre. C'est pour ça que ça devient tellement compliqué d'exister, quoi, et de perdurer dans sa propre carrière, que effectivement on se pose beaucoup de questions. Si tu joues pas, si tu es remplaçant ou tu n'es pas titulaire ou tu es sur le banc, donc il y a beaucoup, tu es vraiment affecté mentalement, et on voit que parfois il y a des dérives parce que on se saoule la gueule, on prend des substituts, comment tu dis, des substances. Mais c'était le cas à Montauban, il y a eu un drame récemment. Mais pour t'aider, pour oublier le quotidien, quoi. C'est plus une fuite en avant, donc c'est pas très bon aussi, parce que c'est
plus tu fuis, moins tu existes. Et puis après, c'est la chute. Il y a la chute qui est plus dure sur la chute, mais en même temps, c'est un engrenage. Donc c'est vrai que c'est un fléau qu'il faut. Enfin, il faut le suivre de près et puis pas comment dire. Il faut pas que ce soit quelque chose qu'on ait du mal à en parler, quoi. Il faut en parler. Ça a été dur pour toi, justement, l'arrêt Oui, de la carrière? Pas pendant, parce qu'il n'y avait pas l'exigence d'aujourd'hui, quoi. Pendant j'ai vécu comme le pur bonheur de jouer. Parfois, je n'étais pas titulaire en équipe de France, mais c'était pas très grave en soi, quoi. Je veux dire, j'ai eu la chance de toujours jouer en club, donc. Mais l'après, oui, l'après, elle est compliquée pour tout le monde qui s'arrête, parce que. C'est marrant parce que je lisais une interview de Fabien Gillot, qui est un copain nageur qui a été champion du monde. Il y avait un article dans l'Équipe aujourd'hui, justement, il parlait de ça, il disait qu'il a essayé de faire le deuil parce que justement, rien ne remplace dans la vie ce qu'on a vécu, ces émotions-là. Donc il explique qu'il n'est pas allé chercher des émotions qu'il n'aurait jamais pu trouver dans la vie. Je trouvais cette réflexion très juste, et en fait c'est ce que j'ai vécu. Puis après, c'était un peu courageux et que tu te poses des bonnes questions, tu vas voir un psy, ça se fait du bien, et puis tu t'en sors. Mais c'est très, très dur parce que on ne te l'apprend pas, en fait, quoi. La vérité, c'est que tu tombes dans le vide comme ça, et sans parachute. Et en fait, sur la descente, tu ne vois que des gens malveillants, en fait. Mais même s'ils sont malveillants, si un mec qui te tend la main, tu la prends parce que tu es content d'exister. Que quelqu'un s'intéresse à toi. Ouais. Donc, si tu veux, c'est un côté dramatique quand même. Mais c'est très important d'en parler parce que moi je me souviens assez récemment. J'en ai fait un livre, tu sais que j'ai écrit un livre aux éditions de Carrière qui s'appelait La mort debout, donc c'est pas que tu as raison, c'est tellement important d'en parler. Moi je l'ai écrit parce que ça a été un exutoire et en même temps ça a été un témoignage pour mes frères de jeu, pour les sportifs, pour tout, et là en train de l'adapter au cinéma et d'en faire un long métrage, donc voilà, donc c'est évidemment qu'il faut en parler, il ne faut pas s'arrêter d'en parler. Mais oui, parce que ça me fait penser au témoignage de la femme de Jordan Michalet. Je ne sais pas si tu avais vu ce joueur de Rouen qui s'est suicidé il y a 1 an ou 2 ans, et qui justement, ça accompagne, expliquait que c'était très très dur de parler de ces sujets-là, parce que ça pouvait, même dans un vestiaire, être un peu un aveu de faiblesse. Tu penses... je l'ai écrit dans mon bouquin, il y a une honte cachée de plus être, quoi. C'est-à-dire que tu es un champion et du jour au lendemain, tu es un ancien champion. Et être un ancien champion, ça ne représente plus grand-chose dans le regard des autres. Donc en fait, dans une fraction de seconde, c'est tout le regard du monde qui change. Et c'est ça que tu prends dans la gueule, en fait. C'est le plus terrible, parce qu'en fait, tu aperçois que tu n'es plus le même, quoi. Enfin, tu n'es plus le même dans le regard des autres. Toi, tu es le même, en fait. Mais dans le regard des autres, tu n'es plus le même. Donc tu as une espèce d'électrochoc, quoi. Enfin, tu te dis, mais en fait, on m'a jamais vu comme j'étais, quoi. Donc il y a un vrai décalage, si tu veux, entre celui qu'on voyait quand tu étais joueur et celui qui est devenu le commun des mortels. En fait, le plus dur, c'est d'accepter de redevenir un homme comme les autres, mais de l'accepter à travers soi et à travers les autres. Parce qu'après, c'est tout un cheminement, c'est tout un parcours initiatique. Il faut que, dans le regard des autres, on te voit comme un homme comme les autres. C'est une complexité rare et ça demande un vrai courage. Donc, tu parlais de ce joueur de Rouen. Moi, je parlais de Christophe Domenici, avec qui j'ai joué, et à qui je pense tout le temps, quoi. Voilà, après, tout se rejoint. Il y a eu l'histoire de Marc Cécilion. Il y a eu Geoffrey Abadi, avec qui joue au Racing, qui a eu le même destin. Voilà, malheureusement, il y a un problème d'environnement. À un moment donné, si tu lâches, tu peux lâcher très vite, quoi. Donc il y a aussi ça aussi qui rentre en jeu. Tu penses que ça doit être une démarche personnelle, individuelle, ou bien que pour la santé mentale, l'après-carrière, on devrait avoir un ça encadrement... dépend, je l'ai toujours dit, j'ai essayé après un jour avec la Fondation Chirac, avec Pierre Dosier à l'époque, il y a je sais pas une vingtaine d'années, de rentrer dans un conseil des sages. Ils n'avaient rien compris, ils n'ont rien compris, il y avait du pognon, mais du pognon pour distribuer, mais il n'y avait pas de suivi, donc ça ne servait à rien. Moi je vais beaucoup plus loin, c'est une raison d'État, tout simplement. On ne peut pas accepter de nos politiciens d'être sur la photo puis après de délaisser le champion qui les a fait vibrer. Donc il n'y a rien qui est mis en place au niveau de l'État, du ministère, pour pallier à ça, pour accompagner ces champions et d'une façon ou d'une autre, que ce soit thérapeutique, que ce soit dans la société, c'est trouver des cellules, créer des cellules. Alors je sais que Pascal Papé avec une société fait ça, et
avec courage, avec avec un copain, Frédéric Levier, qui s'occupe de ça. Donc chapeau à eux parce qu'ils continuent le combat. C'est compliqué. Chaque année, j'y participe. Il y a une soirée par an. Mais évidemment qu'il faut s'en préoccuper. Et de plus en plus, j'ai envie de dire, dans cette société qui écrase tout et qui demande d'être très costaud mentalement pour résister. Allez, on va prendre quelques questions du chat. Allez, peut-être que c'est des questions un peu plus légères. Qu'est-ce que tu penses du joueur qui était Vincent Moscato? Tu as joué avec lui au Stade Français, c'est l'époque de Max. Je jouais contre lui, il avait 19 ans. Hein. Moi, je l'ai vu arriver. On a 3 ans de différence, je crois, de 3 ans. Il est 65, moi 62, 3 ans. Donc, je l'ai vu arriver avec ses pas des réglox, mais presque, avec les cheveux longs. Où ça semble long. La coupe, comment on appelle la coupe là, comment on appelle cette coupe là? Coupe mulet. Mulet, ouais, il était horrible. Mais il était déjà fougueux, c'était une boule d'énergie en fait, Vincent, depuis toujours, quoi. C'est-à-dire qu'il arrivait à 19 ans, tu savais que le mec, il fallait pas le contrarier, qu'il allait tout casser. C'était déjà un showman sur le terrain, en dehors du terrain, il avait sa cour, il aimait avoir sa cour, il aimait faire rire. C'est marrant, il y avait un destin tout tracé en lui. Et puis après, en tant que joueur, oui, c'était un super joueur, Vincent, qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait mérité, pour plein de raisons qu'on connaît. Tu sais, parfois on dit le destin, parfois c'est pas après que tu peux regretter, parce que c'est fini, c'est trop tard. Donc voilà, mais Vincent aurait dû avoir 50 sélections, il n'en a que 4. Il a été pris aussi, lui, dans un engrenage, mais qui était peut-être aussi en rapport avec son éducation de là où il venait. Donc, voilà, il lui a manqué à 19-20 ans quelqu'un qui le prenne sous sa coupe et qui le guide, quoi. Il a manqué un guide, c'est dommage. Mais bon, on ne peut pas refaire l'histoire, c'est toujours pareil. Et puis il n'en serait peut-être pas là, c'est aussi peut-être des chemins Non, je pense qu'il en serait encore là, quoi. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Non, au contraire, là tu dis une connerie. Je pense qu'il en serait comme ça parce qu'il avait sans lui. Voilà. Donc, moi, je pense que le destin était tout tracé sur sa carrière de showman, mais qu'il aurait pu avoir 50 sélections avec, ça aurait rien changé. Non, très bien. Ouais, je pense. Après, tu sais, on ne va pas savoir. Dans le chat, il y avait une question sur le meilleur souvenir de joueur. Est-ce que c'est cet essai mythique en finale face à Toulon en 89? Oui, parce qu'on en parle tellement, c'est-à-dire qu'il y a un tel décalage entre ce que j'ai vécu et ce que les gens ont ressenti que oui, c'est parti d'un truc absolument hors norme et puis hors du temps, quoi. Parce que comme je l'ai dit, tu sais, moi quand je marque l'essai, tu sais jamais avant une action ce que tu vas faire, on est d'accord. Ouais. Mais sauf que quand j'ai aplati, c'est à peu près ce que j'ai fait. 80 mètres. Non, mais qui est assez irréel, mais qui n'était pas prévu. Et pour moi, c'était pas le plus grand truc que j'ai fait dans ma carrière. Donc, si tu veux, c'était assez naturel, dans le sens que j'ai fait une course, même si j'étais inspiré pour aller dans l'endroit où il fallait pour aller marquer l'essai. Alors, attention, ouais, ça va trop. Alors, tu disais que t'écrasais Vincent Moscato au bras de fer à l'instant. Arrête ça. On parlait de toi il y a 2 minutes, tu vois. En bien. Ouais, c'est vrai. Et je disais quoi là? Ce que tu t'es pas rendu compte en direct, alors, on est un peu tête dans le guidon quand on est une action comme ça. Mais oui, t'es le guidon. Puis en plus, ce qui est fou, c'est que tu sais, il y a une sensation qui est assez surréaliste, c'est que tout le stade s'est levé en fait. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'était ce qui a le plus surpris, c'est que j'ai fait pour un soir de finale. Tu fais un match championnat, personne ne va se lever. On s'en souvient pas. Mais tu es au Parc des Princes, tu le fais au moment où il faut le faire, quoi, quelque part. Si tu veux que les gens le voient, tu vois, tu as la télé, tu as tout. Donc, et puis ce qui m'a surpris, c'est une espèce de chaudron comme ça. Parce que le parc, c'était un chaudron, mais tous les spectateurs sont levés. Et après, pour avoir croisé plein de Toulonnais les 20 ans plus tard, les gens qui étaient là, ils se sont levés. C'est-à-dire il n'y a plus de supporters d'un camp comme de l'autre. Et alors, j'ai aplati. Il y a un truc qui est incroyable, c'est que, je sais pas moi, 15 ans après, c'est un ami qui m'a fait la remarque, alors que j'avais jamais vu ça. Quand j'ai aplati, j'ai sauté, il y avait des talencaires à l'époque, parce qu'il y avait les pubs, tu sais, comme ça, j'ai dû sauter et j'ai failli me casser la gueule d'ailleurs. Et je suis passé derrière, et en passant derrière, j'ai joint les mains comme ça, en regardant le ciel. Et c'est très curieux parce que moi je suis athée, je suis croyant, j'ai des croyances, mais c'est pas forcément la croyance en un Dieu qui m'a fait faire ça. Mais en gros, quand j'ai fait ça, c'est-à-dire j'ai dit je remercie un Dieu qui m'a fait faire ça, quoi. Donc il y a un truc total. C'est pour ça que tu me dis les meilleurs souvenirs. Oui,
est tellement extravagant celui-là qu'il va rester en haut, quoi. Ouais, il y a la Coupe du Monde, il y a des matchs, il y a le Grand Chelem, tout ça, mais c'est différent. Là. Il y a le premier titre avec Toulouse, je marque 3 essais quand même, donc c'est aussi. Mais celui-là, c'est. Il y a le choix hein, dans les bons souvenirs. Celui-là, il est particulier parce que ça reste un truc complètement fou parce que c'est tellement décalé, quoi. Et en fait, les gens, ce qui est incroyable, c'est qu'après, tous les gens, quand je croise des gens qui me parlent que de ça. Que de ça. Que de ça, ils ne savent pas contre qui c'est. Ils te disent c'est contre l'Angleterre, c'est contre. Ils ne savent pas. Mais il y a un souvenir un peu fugace d'une course hallucinante. En fait, ça m'a identifié, quoi. Tu vois, il y a une espèce d'identification par rapport à ce geste, quoi. Ce que je comprends. Je ne vais pas faire le faux modeste, je comprends, et en même temps, c'est pas le plus grand truc que j'ai fait, c'est ce que je veux te dire. Ouais. Et de loin. Mais après, c'était le bon moment, là, le bon moment et au bon endroit. Alors, il y a pas mal de joueurs qui font des petites folies avec le bouclier de Brennus quand ils le gagnent. Il y en a qui surfent dessus, il y en a qui le perdent. Vous avez respecté le bout de bois, le bouclier, ou il y a eu des célébrations un peu sévères? Non, pas vraiment. C'est bizarre parce qu'on l'a gagné 3 fois avec Toulouse. Ah ouais. J'ai pas vraiment de souvenir. C'est justement signe de grosse célébration, ça, souvent. Ouais, mais avec le bouclier, non. Mais on avait fait une Coupe de France que des amis à moi avaient volé à Toulouse. C'était assez bien. Ça, oui. Qu'ils avaient gardé pendant 10 jours. Voler une Coupe de France, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, en plus, c'était mon meilleur ami. Il me l'a pas dit, donc je l'ai jamais su. Puis on était emmerdés au stade. Il faut la retrouver. Puis un jour, il l'a envoyé comme ça, comme un corbeau, tu vois, c'était assez drôle. C'est drôle, mais ça m'a fait rire trop les dirigeants. Moi, ça m'a fait rire. On savait que c'était ton meilleur ami ou tu viens de le dire? Non, personne ne l'a su. Bon, il y a prescription, c'est pas bien. Il y a prescription, mais je vais te dire, je me serais pas vanté à l'époque, parce que ça avait quand même fait des ramdam. Ouais, dans les anecdotes, en prépa, moi j'avais jamais vu jouer, je suis de la génération après, je découvre le rugby un peu plus tard, mais on me parlait justement d'anecdotes à Toulouse, où il paraît qu'au Crêpes de Toulouse, quand vous étiez gamin, vous aviez fait un petit match de foot en 2 chevaux sur un terrain. En 2 chevaux, je sais pas, mais il devait y avoir une 2 chevaux. Il y avait une 2 chevaux. En 2 chevaux, je sais pas, mais nous on a fait les cons. Mais c'était pas le Crêpes, c'était l'UREPS, justement. Ah, c'était l'UREPS. Avec le même ami qui a volé la Coupe de France, tu vois, je tairai le nom. Bon, très bien. Mais on a fait 400 coups à l'UREPS, ouais. Vraiment, c'était un truc. On a fait n'importe quoi, mais c'était bon enfant. Hein. C'était les meilleures années, quoi. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est souvent au rugby ça se passe comme ça? Souvent les meilleurs amis qu'on a, ça reste toujours les meilleurs amis du rugby parce qu'il y a ces souvenirs-là de conneries. Moi, de gamins. il y a eu les amis du rugby évidemment, mais il y a aussi ces amis-là qui ont fait partie de ma jeunesse à Toulouse étudiante. Donc oui, ceux-là, il y en a 2 ou 3 qui sont qui seront là jusqu'à la fin, quoi. Donc oui, bien sûr. Et puis c'était intense quand même. Dans tes rencontres, alors tu as fait partie de beaucoup de bandes, hein, c'était vraiment notamment au Racing. Tu parlais de cinéma. Alors j'ai une petite image. Si simplement tu peux nous expliquer ce que c'est que cette histoire, très succinctement. Vercingétorix, oui. Donc il y a Moscato qui est dans un grand rôle qui s'appelle Moscatos dans le film. Ouais. C'est vachement original. Et donc, non, et moi j'ai toujours aimé le cinéma. Donc, depuis tout petit, à 10 ans, j'avais une salle de cinéma dans la cave de mes parents. Je montais les films de mes parents. Donc et je voulais faire l'IDEC, qui est devenu la FEMIS à Paris. Donc, si tu veux, j'avais quand même. Moi, j'avais pas de plan de carrière au rugby et surtout, j'avais un plan de carrière au cinéma. Donc, j'adorais ça. J'adorais surtout la réalisation, pas le fait d'être acteur. Et après. Quand je suis à la Coupe du Monde en 87, j'ai 25 ans, il y a un réalisateur qui arrive et qui me propose un scénario, il est tourné avec Margot Hemingway, tu vois, c'était assez... Ça aussi, c'était surréaliste, quoi. Et moi, je dis oui, parce que j'ai goûté à tout, donc si tu veux, mais j'ai jamais eu l'âme d'un acteur. Et j'ai pas ce truc au fond de moi, quoi, qui fait que... Je pense qu'il faut avoir une vocation, et je l'ai jamais eu. Donc quand je fais Vercingétorix, alors avant ça, j'avais fait quelques films, mais comme ça, des séries comme ça en tant qu'acteur. Et puis le réalisateur Jacques Dorfman, que je connaissais, monte Vercingétorix. Et là, je suis coproducteur. Il veut que je fasse ce rôle de Cassivellum, qui était aux côtés de Christophe Lambert. Donc à l'époque, j'ai 35 ans, tout va bien. Ouais. Je sors de ma carrière de rugby. Et puis si tu veux, j'ai 37 ans en fait. On tourne en 99. Et je sors un peu, ça me fait du bien à la tête quand même.
Donc, ça occupe, ça change l'esprit, on voit autre chose, on voit les copains. Ça te fait oublier le reste, quoi. Donc c'est pas mal, c'est un grand souvenir. Le film n'était pas bon, mais bon, on n'est pas là pour parler de la qualité du film. Donc, mais c'est un souvenir incroyable. Ouais. Mais tu disais par exemple que tu travaillais sur un film. Moi, ça me fait penser notamment, tu as été coéquipier avec Lagui, qui a réalisé d'excellents films. Oui, alors nous, Lagui, oui, on a joué ensemble, mais après, il a tiré sa route, et moi la mienne, donc on n'était pas sur la même route. D'accord. Voilà. Donc, il a fait après le Fils à Joe, qui a eu un gros succès. Et puis moi, j'ai fait Vercingétorix. Après, j'ai produit le film de Richard Bohringer, C'est Bonne Nuit de la Nuit, parce que moi j'étais très ami avec Richard. Ça a été 2 ans de ma vie où j'ai tout fait. On était sur 3 continents, l'Afrique, les États-Unis, enfin le Canada plutôt, Montréal, les 4 continents, enfin pas 4 continents, mais après on était en Belgique, on a tourné en Belgique, on a tourné à Marseille, Paris. Ça a été un tournage absolument, on n'avait pas beaucoup de moyens, et en même temps on a réussi à faire ce film. Je suis sorti épuisé, je crois que j'ai dormi pendant 15 jours derrière. Mais c'est des expériences de vie incroyables, quoi. Donc voilà, c'est un peu comme tu vis des expériences en tant que joueur de rugby. Moi, j'ai vécu, c'est un vrai cadeau du ciel. Mais il y a un projet de film, tu disais, je crois, où tu travailles sur quelque chose. En production, je vais être coproducteur sur un film où Vincent Moscato va avoir un des premiers rôles. C'est une idée originale que j'ai depuis très longtemps, qu'on a eu du mal à monter. Puis là, on arrive à le monter avec Warner, la 3, Canal, et puis ça va se tourner en août-septembre. Voilà. Et Vincent aura un des premiers rôles. D'accord. C'est un choc des cultures entre le monde des énarques et le monde du rugby. Et c'est vraiment drôle, quoi. C'est une comédie, une vraie comédie, mais qui a du sens. Ouais, et puis le rugby qui est assez populaire aussi. Oui, c'est assez populaire, absolument. Alors, on va regarder un peu les questions, puis après, je te laisserai évidemment aller préparer le Super Moscato Show qu'on va diffuser en exclu vidéo sur Twitch dans la foulée. La première question du Moscato Show, c'est sur quoi d'ailleurs ? J'ai oublié. C'est sur Renard, Hervé Renard. Hervé Renard qui a quitté le poste de sélectionneur. On parlera d'Hervé Renard. Et après, on parlera de Tudor et on parlera de Lyon. Eh ben, on sera avec vous. C'est beaucoup foot aujourd'hui. Malheureusement. Non, c'est bien, c'est très bien aussi. C'est bien aussi. Mais alors, une question rugby, est-ce que tu penses Denis, que... tu peux nous dire, Vercingétorix, c'est surtout le coup de faire n'importe quoi dans un pays de l'Est. Oui, bien sûr. Oui. Alors, le grand chemin à Canet, est-il ton film le plus poignant ? Bah oui, le grand chemin, c'est magnifique. Et Ben Smile qui disait quel joueur tu pouvais pas blairer ? Aucun, ça c'est toujours... Aucun, même le grand con, tu peux l'aimer. Et surtout, je crois que c'est propre au rugby. Franchement, non, il n'y a pas de brebis galeuse. En fait, c'est ça qui est génial au rugby, c'est que tu as tellement besoin de l'autre que si tu n'as pas de brebis galeuse, tu t'excuses souvent par toi-même. Tu vois, mais toute ma carrière, non. Bon, après, il y a des anecdotes, si tu veux, mais j'ai aucun, ressentiment sur qui que ce soit. Et moi, ce que je trouve surtout ce qui est beau au rugby, c'est que chacun vient d'un endroit différent, d'un milieu différent, que physiquement les gens sont très différents et qu'ils arrivent à bosser ensemble. Et c'est vraiment un vestiaire de rugby, c'est très particulier. Hein. C'est une auberge espagnole. Ouais. Chacun apporte ce qu'il peut ou ce qu'il veut. Et après, ça fait une mayonnaise qui marche ou qui ne marche pas parfois, mais... mais le rugby, ça, avant tout, j'ai toujours dit, c'est une aventure humaine, quoi. Après, s'il n'y a pas ça, c'est pas que le ballon qui nous relie, hein. Heureusement d'ailleurs. Après, il reste les hommes, comme on dit quand même. Comme dirait Jean-Pierre. Alors, on veut absolument que tu prononces. Alors, je le dis pas pour pas t'aider, mais il n'arrête pas. Il veut absolument que tu prononces. T'as fait fouina. C'est pas ça, mais c'est pas trop mal. Une petite question sur l'équipe de France pour terminer. Tu penses que l'équipe de France est favorite pour être championne du monde favorite, oui, mais elle fait partie des favoris. Donc, si tu veux, elle est favorite parce qu'on t'organise, qu'elle a du talent, qu'elle est numéro 2 mondial, donc il y a plein d'arguments. Mais après, tu sais, c'est ce que dit Vincent. Quand tu fais quart, demi-finale, c'est fait au départ, t'affrontes Wilder, après Joshua plutôt, parce qu'à ce moment, il est moins bon. Après, tu prends Wilder en demi-finale et tu prends Tyson Fury en finale. Après, on n'est pas Tyson Yoka, on n'est pas Teddy, on n'est pas Yoka, donc non, ça mais peut le faire, il y a quand même 3 gros matchs. Et puis la problématique, c'est comment tu récupères en fait.
Si tu veux, t'as le talent pour être champion du monde, ça c'est certain. T'as l'équipe pour être champion du monde, mais après c'est la gestion, quoi. Est-ce que tu vas avoir le moteur pour aller jusqu'au bout avec les forces que ça demande. On l'a vu en 2019, l'Angleterre avait sûrement la meilleure équipe. Elle a trop donné en demi-finale contre les Blacks, et en finale, elle a explosé contre les Sudaf, qui avaient un tableau beaucoup plus facile. Qui avait pris les Pays de Galles en demi-finale. Donc si tu veux, voilà, il y a cette gestion-là qu'on peut pas qu'on est obligé de prendre en compte aujourd'hui, mais qu'on ne peut pas connaître, si tu veux, les conséquences, qu'on ne peut pas en connaître les conséquences aujourd'hui. Mais la victoire, parce que c'est un grand thème, on a reçu Philippe Saint-André notamment sur Twitch. Moi je pensais que les Bleus, ils allaient peut-être un peu moins performer parce qu'ils avaient peut-être la Coupe du Monde déjà en tête. Ça n'a rien à voir. Et bien justement, lui il me disait, lui il craignait que ce soit un peu compliqué physiquement, qu'on soit bouilli, mais est-ce que justement le match face aux Anglais où tout nous a souri, mais où on a des cadres qui ont je pense sursortir. On en parlait l'autre jour entre les poteaux, là, notre podcast de rugby, je pense que par rapport à l'an passé, je trouve que les internationaux sortent plus frais. D'accord. Que l'an passé, alors qu'on avait gagné le Grand Chelem. Et je pense aussi que le calendrier n'était pas le même. Il y a eu des coupures qui ont été bénéfiques pour nous. Des quinzaines comme ça. Juste avant le match contre l'Angleterre, on a pu récupérer un peu. Et puis après, il y en a eu une autre aussi avant, je crois, il y a eu 2 quinzaines. Donc ça a permis de bien gérer les joueurs et leurs organismes. Et du fait, et puis aujourd'hui, on voit bien que les internationaux, on l'a vu ce dernier week-end en top 14, ceux qui ont joué, ils ont été très frais. Donc je pense que ceux-là, ils vont surfer sur la vague, donc jusqu'à la fin de la saison. Après, attention, il va y avoir une autre saison qui va démarrer, celle de la Coupe du Monde. Et celle-là, on peut faire confiance à Fabien Galtier et son staff qui est dans la précision et qui va tout faire pour préparer les joueurs qui à leur maximum physiquement début septembre. Allez, super. Un petit mot peut-être sur... tu fais les pronos sur RMC, sur le championnat de France, le top 14. Tu vois qui l'emporter? Tu vas dire ça de Toulousain? Alors je vois une Toulouse-La Rochelle en finale, et après 50-50. Je ne vais pas me prononcer parce que La Rochelle est très très costaud et ça va cogner quand même. Mais je vois mal comment ils vont pas se retrouver en finale, sachant que Toulouse et La Rochelle vont se qualifier directement pour les demi-finales, ne pourront pas s'affronter avant la finale. Donc Toulouse-La Rochelle et après 50-50. Et puis un vrai choc de style aussi, parce qu'on a une équipe extrêmement dense physiquement et une qui aime bien jouer, enfin quoi avec Meafou maintenant. Il y a un peu de tout aussi. Il y a l'équivalence. Ça va. Merci beaucoup. Avec plaisir. Denis. J'espère qu'on a été précis. Mais merci d'être passé nous voir. Et à tout de suite. Et puis voilà, dans une quinzaine de minutes, on va passer sur le Super Moscato Show. Merci Denis.